Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission. Le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et les sujets au menu du jour. Vous le savez déjà, vous nous pratiquez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous êtes à la radio. Vous nous suivez à la télé via les différents bouquets Canal Plus et Star Times sur les numéros 249 et 113. Merci de votre fidélité de ce côté. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé et de nos réseaux, sur les réseaux sociaux, sur notre application et sur notre site d'information. Au menu de ce matin, la cérémonie de remise du projet de nouvelle constitution au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est prévue ce jeudi même 26 juin 2025 au Palais Mohamed V. Mais avant cette étape solennelle, le Conseil national de la transition CNT a convoqué une plénière exclusivement dédiée à la présentation du projet aux conseillers nationaux. Cette rencontre vise, selon un communiqué officiel, à valider le test avant sa transmission formelle au chef de l'État. Toutefois, plusieurs partis politiques et coalitions ont déjà décliné l'invitation à la cérémonie. Parmi eux, l'Union des forces républicaines de Sidia Touré UFR, le bloc libéral BL de Fayami Limono et l'Union sacrée des forces vives de Guinée, qui critique d'ailleurs vivement la démarche adoptée par le CNT. On en parle dans la première partie de cette émission, le scanner. Ce 26 juin est la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, une journée consacrée à la sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de substances nocives pour la santé et destructrices pour les sociétés. En Guinée, la situation est préoccupante. 4 jeunes ont récemment trouvé la mort après avoir consommé une drogue appelée couche dans le Grand Conakry. Un drame de plus qui met en lumière l'ampleur du phénomène. Quelles sont les causes profondes de cette recrudescence? Chômage, désœuvrement, manque d'encadrement, accès facile aux produits illicites. Dans un instant, nous en parlerons avec le psychologue Mohamed Dubaté. Au Tchad, l'opposant Succès Masra, en détention depuis plusieurs semaines, annonce avoir entamé une grève de la faim ce mardi 24 juin 2025. Dans une lettre adressée au peuple tchadien, lue publiquement au siège de son parti, les Transformateurs, il dénonce une arrestation qu'il juge arbitraire et appelle ses compatriotes à poursuivre le combat de manière digne et pacifique. Dans un contexte politique tendu sous haute surveillance internationale, cette stratégie de protestation extrême peut-elle avoir un impact? Décryptage à suivre dans cette émission. Le scanner. Au Kenya, une commémoration a tourné au drame. Organisée en mémoire du premier grand mouvement de contestation violemment réprimé l'an dernier, la manifestation du mercredi 25 juin a de nouveau été marquée par de graves affrontements. Selon des ONG, le bilan est lourd. Au moins 8 morts et environ 400 blessés. Ces violences relancent d'ailleurs le débat sur la gestion sécuritaire des manifestations et la liberté d'expression dans le pays. Une situation qui inquiète les observateurs alors que le climat social reste fragile. On en parle également dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro de votre émission, le scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Chaque matin, l'actualité se plie au débat interactif. Vous êtes forcément dans le scanner. Si vous nous rejoignez maintenant sur la 89.5 ou à la télé, vous nous regardez à l'instant. Merci de votre fidélité autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. La remise officielle du projet de nouvelle constitution au général Mamadi Doumbouya est prévue ce jeudi 26 juin, mais le climat politique reste tendu, il faut le rappeler. Avant cette cérémonie, le CNT, lui, se réunit en plénière pour présenter le document aux conseillers nationaux. Pendant ce temps, plusieurs formations politiques, dont l'UFR, le Bloc libéral et l'Union sacrée des forces vives, déclinent l'invitation. Mohamed Leba.
Oui, il faut le dire, le projet de nouvelle constitution élaboré par le Conseil national de la transition après plusieurs mois, disons, de consultation et d'analyse juridique doit servir désormais de fondement à un nouveau départ, disons, démocratique pour la Guinée. Alors adopté à l'unanimité par les 80 conseillers nationaux le 9 avril 2025, ce texte sera soumis à un référendum le 21 septembre prochain. Sa remise au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, va naturellement marquer une étape cruciale, on nous disait hier, du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays, engagé quand même depuis le 5 septembre 2021. Alors, naturellement, comme vous le dites, par rapport à ce climat aujourd'hui tendu, mais quand même, il faut aller avec d'abord cette plénière aujourd'hui appelée par le CNT, notamment le président Dansa Kourouma, qui a convoqué une séance plénière exceptionnelle ce 26 juin 2025 à 10h tout à l'heure à l'hémicycle du Palais du Peuple. Alors cette session vise à présenter officiellement le projet de constitution au Conseil national de la transition avant sa transmission, comme vous l'avez dit, solennelle au président Mamadi Doumbouya. La présence, disons, selon le communiqué du CNT, la présence de tous les conseillers est obligatoire, soulignant surtout le sens élevé du devoir républicain quand même requis pour cet acte qui aujourd'hui s'avère historique, et il faut quand même il faut le dire. Alors naturellement, initialement prévu le 28 juin, on le rappelait, je crois c'était le lundi, la cérémonie de remise finalement quand même a été avancée du 26 juin aujourd'hui même à 15h au Palais Mohamed V pour des impératifs d'agenda institutionnel. Le CNT a finalisé les derniers détails logistiques, notamment protocolaires, lors d'une réunion stratégique qui s'est tenue le 23 juin dernier. Alors, insistant sur notamment la dimension inclusive et participative, disons, du processus, cette cérémonie officielle de remise symbolise aujourd'hui quand même le fruit d'un symbolisme, et surtout qui devrait rassembler notamment des acteurs, même si aujourd'hui certains commencent quand même à décliner carrément, disons, cette invitation adressée par le Conseil national de la transition au Palais Mohamed V ce 26 juin à 15h. Donc il y aura cette remise officielle et une seconde cérémonie populaire est aussi, disons, maintenue pour le 28 juin, le 28 juin qui était quand même prévu pour la remise officielle de ce projet de constitution au président de la transition. Donc ce 28 juin même, il y aura une seconde cérémonie populaire qui est maintenu au Palais du Peuple pour une appropriation, disons, collective du texte. Alors, il y aura quand même des invités, naturellement, on ne va pas les citer, c'est les mêmes invités à chaque fois qu'il y a quand même des cérémonies, notamment de remise. On l'a suivi lors des assises et aussi d'autres cérémonies. Donc, il y aura ces invités, notamment les religieux, les acteurs politiques, naturellement, même si certains déclinent aujourd'hui. Il y aura aussi des corps diplomatiques qui sont représentés en Guinée. Alors par rapport aux partis politiques, il fallait quand même s'y attendre avec le climat que nous connaissons aujourd'hui, l'exil de certains leaders politiques qui sont hors du pays depuis un bon bout de temps. Et de l'autre côté, il y a aussi des membres de la société civile qui sont également invités. Alors parmi ces partis politiques bien qu'invités, certains comme l'UFR, vous l'avez aussi rappelé, et le bloc libéral ont décliné carrément, disons, cette invitation en raison de l'absence, disons, formelle selon eux, en l'absence formelle ou de désaccord aujourd'hui sur le processus, notamment de retour à l'ordre constitutionnel. Il y a aujourd'hui ces tensions qui sont quand même avérées politiquement et surtout
et on remarque quand même des absences notoires parce qu'on parle de l'UFR qui exige une invitation écrite pour participer à cette cérémonie de remise, qui dénonce également en partie un fait accompli. Il y a de l'autre côté le bloc libéral de Faya Midimono qui refuse également catégoriquement, jugeant la constitution déjà inutile et élaborée sans consensus. De l'autre côté, vous avez aussi l'UDRP, l'UDRP et d'autres formations politiques, notamment même l'UFDG, l'URPG Arc-en-Ciel, qui reste aujourd'hui dans quand même critiquant aussi un processus excluant, même si aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de communiqué, mais quand même à l'interne, ce sont aujourd'hui des faits qui quand même se produisent par rapport à cette invitation déclinée, disons, par ces différentes formations politiques. Ouais, formations politiques, l'Union, ça crée vous l'avez rappelé, des forces vives de Guinée aujourd'hui qui dénoncent même le processus, tout comme l'UFR, l'UDRP, le BL du bloc libéral. Aujourd'hui, on a comme l'impression, pour ces partis, on les met devant un fait accompli. Parce qu'à Kindia, lors des échanges, il était quand même prévu d'aller revoir les recommandations, revenir avec l'avant-projet, relire avant de parler aujourd'hui de projet. Est-ce qu'on estime partant de ce principe ou de ce fait, on peut dire que l'Union sacrée des forces vives et d'autres formations politiques ont raison quand même de révéler tout cela ou de relever tout cela? On était en train de le dire hier, avant-hier, ce qui a changé dans la Constitution et ce qui n'a pas changé pour le moment, personne n'en sait. Ouais. Il y a eu quand même des commissions chargées de la réélecture c'est-à-dire de l'avant-projet même de nouvelle constitution aujourd'hui qui est devenu projet de constitution qui sera remis au président de la transition. Alors, aujourd'hui, vouloir répondre pour ces formations politiques à une invitation dont on ne connaît pas surtout le contenu, après quand même des critiques de l'autre côté, avec des propositions, notamment à travers certains articles qui même que comporte cette nouvelle constitution. Il n'y a pas pour le moment, c'est-à-dire, visiblement, il n'y a pas encore une réalité par rapport pour dire ces propositions ont été prises en compte. On nous met, selon ces formations politiques, devant des faits accomplis. Certains, naturellement, partis politiques ne veulent pas s'y aventurer, et tout simplement pour garder l'honneur. Parce que de l'autre côté, pour beaucoup aujourd'hui, cette cérémonie du 26 juin cristallise quand même les espoirs d'une transition démocratique, mais aussi les fractures, politiques. Parce que si le CNT y voit l'aboutissement d'un long processus, son succès dépendra naturellement de la capacité aujourd'hui à apaiser les tensions et à garantir surtout un débat inclusif. Chose qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est-à-dire selon ces formations politiques que nous écoutons à longueur de journée et qui quand même cessent de dénoncer une gestion, unilatérale de la transition, et parce qu'aujourd'hui la présence annoncée de la société civile, des leaders religieux pourrait favoriser naturellement une légitimation populaire. Et aujourd'hui, je crois que ces formations politiques ont compris cela, parce que le fait de s'associer, à cette cérémonie ou de marquer leur présence à cette cérémonie, naturellement, ça va légitimer cette nouvelle constitution ou cet avant-projet de nouvelle constitution. Peut-être que demain, ils veulent éviter qu'il soit rattrapé par l'histoire pour dire non, attention, vous étiez là quand on présentait cet avant-projet de nouvelle constitution. Vous n'avez pas dit mot, il n'y a pas eu de contradiction, aucune objection. Oui. Donc ça veut dire tout simplement que vous aviez validé. Cela est arrivé quand même à beaucoup d'acteurs politiques ici. On se rappelle lors du double scrutin de 2020. Il y a certains qui ont pris part et d'autres acteurs politiques avaient vu cela comme étant une manière de légitimation quand même du projet de troisième mandat pour Alpha Condé. Donc aujourd'hui, aller prudemment avec ces différentes questions-là, je crois que c'est légitime de leur part et on pourrait bien les comprendre. Bien les comprendre. Et Diallo, est-ce qu'on peut dire que le bras de fer a commencé, comme d'habitude? Ce n'est pas quand même une surprise, ce n'est une surprise pour personne connaissant le contexte politique. Absolument, c'est une continuité, ça va crescendo.
La crise de confiance, elle est existentielle depuis le début de la transition entre l'OCNRD et une bonne partie de la classe politique, il faut le dire. C'est vrai qu'au début, il y a eu certains politiques qui ont assumé leur soutien vis-à-vis du CNRD, arguant que la refondation qui est annoncée, la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières et tant d'autres actions menées par le CNRD étaient largement suffisants pour pouvoir les soutenir. C'était des arguments qui ont été avancés par les uns et les autres. Alors, il se trouve que beaucoup y sont, comme beaucoup aussi n'y figurent plus, c'est-à-dire qu'ils ont changé carrément de discours. C'est le cas de Dr Faya Binimono et tant d'autres aussi politiques aujourd'hui, mais aussi l'Union sacrée qui saute d'une branche à une autre. Oui. Je crois qu'ils sont connus pour ça. Et finalement, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On était d'accord, on n'est plus d'accord. C'est comme ça qu'il fonctionne. Eh bien, il y a certains qui, dès au début, ont joué à la prudence. C'est le cas de Forces Vives de Guinée. C'est le cas de certains partis politiques plus ou moins, disons, vigilants vis-à-vis des démarches du CNRD. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y avait eu un bon parti de ce politique-là, une bonne partie, pour ainsi dire, de ces politiques-là, qui s'est retrouvé au niveau de Kindia, et tout est parti de là. Je crois que cette retraite constitue un véritable sondage pour l'OCNT de savoir effectivement quel est le niveau d'adhésion de la classe politique à cet avant-projet d'alors de nouvelle constitution. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une continuité. Nous constatons plus ou moins, disons, quelques changements, mais aujourd'hui, c'est le même bras de fer qui continue. Ouais. Il y a l'IFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'IFR, pour citer que ceci, puisque ce sont les principaux partis d'opposition qui constituent aujourd'hui le bloc, disons, l'aile dure de la classe politique, ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, pour ne pas dire sur tout. Je pense qu'aujourd'hui, la logique voudrait que le caractère inclusif de ce processus-là puisse prévaloir et créer toutes les conditions pour pouvoir mettre tout le monde dedans. Et c'est vrai que l'unanimité est un rêve dans toutes les sociétés du monde, mais le minimum est important pour pouvoir assurer, disons, une adhésion populaire, puisque c'est ce qui pourra, disons, expliquer la légitimité, et pourquoi pas renforcer la légitimité, pour ainsi dire, de ce projet de nouvelle constitution, et c'est ce qui pourra justement calmer les ardeurs de maintenant et dès après les élections, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Le référendum aura lieu le 21 septembre comme prévu. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas une autre communication officielle, disons, annonçant le contraire. Ça veut dire tout simplement que nous nous acheminons vers ce référendum constitutionnel qui, il faut le dire aujourd'hui, n'a pas pu, je vais parler de ce processus-là, permettre à tout le monde d'y être. Et c'est ce qui, aujourd'hui, expliquerait effectivement la position des uns et des autres. Je pense que c'est l'enjeu même pour le Conseil national de la transition. Pourquoi pas essayer de maintenant, avec le chef de l'État lui-même, puisque c'est quand même sont des propositions qui sont faites par des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs internationaux, partenaires à la Guinée, qui continuent de produire le conseil au CNRD d'ouvrir un couloir de dialogue. Un dialogue inclusif, un dialogue honnête. Je crois que c'est ce qui pourra nous permettre de sortir dans cette situation, parce que la crise, elle est existentielle, ça ne bouge pas. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça et vouloir construire un État dans une défiance absolue. En tout cas, avec ce débat de sourds et de muets, je pense que le climat va changer d'un moment à l'autre. Nous espérons bien. Le rendez-vous est pris pour cette cérémonie officielle à 15h. C'est du côté du palais. À Mohamed V, à l'instant même, les conseillers nationaux nous apprennent. Ils sont en train de rejoindre le CNT pour cette plénière exclusivement dédiée à la présentation de ce projet de nouvelle constitution avant sa remise officielle au président de la transition. Ce sera à 15h du côté du palais à Mohamed V. On reste en Guinée. Cette fois, nous parlons
de cette célébration. Ce 26 juin, le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En Guinée, l'actualité nous rattrape. Oui, il faut le dire, avec ce drame du côté de Kétaya. 4 jeunes sont morts après avoir consommé du couche. Alors, comment expliquer la montée en flèche de la consommation de stupéfiants par des jeunes Guinéens? Chômage, désœuvrement, pression sociale. Que se passe-t-il en République de Guinée? Nous allons tout à l'heure essayer d'avoir les explications du psychologue Mohamed Dubaté, qui est notre invité de ce matin. Monsieur Dubaté, bonjour, bienvenue. Merci d'intervenir sur Kavi Média, le média du développement. On parle de ce sujet très important. Il s'agit de la consommation de stupéfiants en République de Guinée, consommation de drogue en cette journée mondiale. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin, journée mondiale ou journée internationale contre l'abus et le trafic illicite. Bonjour, monsieur Dubaté. Est-ce que monsieur Dubaté est au bout du fil? Monsieur Dubaté, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue. Avec vous, nous allons aborder ce sujet parlant de la consommation, de l'abus, du trafic de drogue en République de Guinée en cette journée internationale. Première question aujourd'hui pour vous, vous qui êtes psychologue, qu'est-ce qui favorise la consommation des drogues en République de Guinée, surtout par des jeunes? Alors, je commencerai par m'excuser pour la voix, parce que je suis un peu enrhumé, ma voix elle est un peu prise ce matin. Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, en tant que psychologue, clinicien et consultant, je vais vous dire, chaque jour témoin de l'impact profond de la drogue sur les individus, les familles, la société en général. Il faut savoir que le trafic et la consommation de drogue ne sont simplement pas des infractions, hein, comme les gens le disent souvent, mais ce sont aussi des signes de souffrance, de perte de repères et de crise sociale. Alors les causes, si vous nous demandez, les causes sont énormes et désastreuses. J'ai envie de vous dire tout simplement, c'est social en tant que psychologique. Et beaucoup de jeunes consomment aujourd'hui, non pas par simplement plaisir, mais juste pour fuir une réalité difficile que beaucoup de gens ignorent. Souvent, c'est le chômage, la pression sociale, le désespoir et même manque de repères. Ils cherchent souvent dans la drogue une sorte d'échappatoire, une satisfaction éphémère et même une félicité. Et si vous voulez, même un bonheur. Mais au final, ils ne trouvent que destruction mentale, physique et spirituelle. Donc là-dedans, la quête de satisfaction pousse souvent les jeunes à être beaucoup plus accros à cette drogue aujourd'hui. Voilà, tramadol, couche, crack, etc. Donc ça détruit non seulement l'attention, ça détruit la mémoire et même aussi la volonté. Et ça pousse certains jeunes souvent au vol, à la violence et même un problème de réseau, hein, un problème de connexion. Est-ce que vous nous recevez, monsieur Dubaté? Oui, je reçois, je vous entends. Et vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Allez-y. Alors, donc, deuxièmement, il y a aussi des conséquences. Vu qu'il y a des causes sociales et psychologiques, il y a aussi des conséquences sociales et familiales. Et parlant de ces conséquences-là, il faut savoir que la drogue, c'est un fléau qui affaiblit aujourd'hui la nation. En tant que consultant, moi, directement, je le dis, je rappelle que la drogue est non seulement un poison pour l'âme, mais aussi une désobéissance grave dans toutes les questions d'ordre éthique qui est absolument le code et le socle même de la société. Donc il faut savoir que parmi les conséquences, personnellement, moi je le dis souvent, la drogue pour la santé physique et pour la santé mentale, parce que souvent quand nous sommes invités, nous prenons la parole, nous disons tout le temps, il faut valoriser cette question de santé mentale. Récemment même, j'ai suivi un reportage par rapport à cela. Notre hôpital psychiatrique qui est là, la plupart des gens qui reçoivent avec des problèmes de santé mentale, la cause principale, c'est la drogue, aujourd'hui dans notre société. Donc, la drogue altère non seulement le jugement, ça détruit et déshonore plutôt, en fait, même les familles. Et surtout, cette interdiction plutôt de la drogue doit être accompagnée d'une stratégie qui est très sociale. Parce que les gens se focalisent beaucoup plus sur cela et
ils utilisent ce qu'on appelle des stratégies qui ne sont pas du tout des stratégies, en tout cas pour nous, qui sont adaptées et qui doivent être des solutions. Vous parlez de quelle stratégie quand vous dites qu'il n'y a pas de stratégie adaptée? Punitive. Stratégie punitive, tout simplement. C'est-à-dire que punir ceux qui sont à fond dans la drogue, ceux qui sont accros à la drogue. On ne doit pas absolument penser ou placer en avant cette question de punition. Parce que trop souvent, les consommateurs là, sont traités comme des criminels, alors qu'ils sont souvent aussi des malades, et même des victimes du système. Parce que si la drogue existe, c'est parce qu'il y a des trafiquants de drogue. Vous devez avoir même, si vous voulez, d'où le rôle de l'État dans cette question même de trafic. Peut-être qu'on va y venir. Alors, Mohamed... Allez-y, oui. Mohamed Dioubaté, je voudrais dire que c'est vrai que l'abus et la consommation de la drogue est un phénomène purement social, mais pour le cas de la Guinée, je voudrais revenir en arrière pour dire que est-ce que l'origine même de ces fléaux qui deviennent de plus en plus grandissants dans notre pays n'est pas due à cette ouverture à un certain nombre d'États qui aujourd'hui continuent de multiplier les actions en étant en contact avec certains Guinéens pour la vente, mais aussi l'accès facile à cette drogue particulièrement appelée couche. Oh, j'ai pas compris la fin. Je disais qu'est-ce que le contact aussi direct, cette ouverture, je vais dire, incontrôlée de la Guinée avec certains États, est-ce que ce n'est pas un élément qui constitue aujourd'hui la facilité à l'accès de cette drogue qu'on appelle particulièrement couche et qui... Bien sûr, mais bien sûr, il y a même certains qui le disent souvent que c'est des étrangers qui sont en Guinée qui... favorise cette question de propagation de la drogue couche aujourd'hui qui tue mais énormément de jeunes, qui fait en sorte que la jeune même quitte le droit chemin de manière très... Aujourd'hui, moi, c'est même pas aujourd'hui, il y a quelques jours, là, j'ai écouté une dame qui était en larmes, qui accusait clairement et qui même appelait le chef d'État à agir dans cette question de lutte contre la drogue. Certains même dans les commentaires sont rentrés dans les commentaires en disant le président de la République, c'est pas en fait les parents de ces jeunes qui se sont fait tuer par couche. Mais il faut être très clair. L'ouverture, pas que l'ouverture des frontières, mais le fait que la négligence, le système qui est c'est-à-dire que dans les frontières, la négligence de nos agents de sécurité et en même temps l'ouverture de certaines frontières vis-à-vis de la Guinée ou via la Guinée, ça cause énormément de soucis parce qu'il y a ces personnes ici qui n'ont même pas d'identité. Il y a des gens qui vivent ici, qui n'ont pas d'identité, qui favorisent cette, si vous voulez, cette entrée de cette drogue aujourd'hui qui cause énormément de morts. Donc il y a évidemment le rôle de l'État, mais en même temps il y a le rôle de différentes familles. Pas que l'État dans cette question, parce que la frontière existe bien sûr, mais en même temps il y a le rôle de différentes familles, le rôle de la société. Moi peut-être que j'en venais la mise en place de ces espaces d'échange, d'écoute, parce que quand les jeunes ne font rien, quand les jeunes sont confrontés à des difficultés, mais ils vont trouver d'échappatoire. Eux-mêmes, ils vont aller chercher. Parce que c'est pas que les gens amènent. Eux-mêmes, ils vont sortir pour aller trouver une sorte d'échappatoire, pour aller trouver une sorte de satisfaction, même de bonheur dans cette sens-là. Il faut savoir que sur le plan peut-être sanitaire, sur le plan psychologique, la drogue détruit totalement ce qu'on appelle le cortex préfrontal et même l'autre cortex. Donc ça les détruit totalement. À partir du moment où ça détruit cela, il y a la question de conscience qui est voilée, il y a la question de raison qui est voilée, et même il y a la question d'agir dans la société aussi qui est voilée. Donc agir maintenant, c'est beaucoup plus primordial. J'appelle l'État à agir fermement contre les trafiquants, non seulement, mais aussi à investir dans la santé mentale. Il faut qu'on le dise, parce que déjà, ils le prennent. Ils sont à fond là-dedans. Ils sont addicts, ils sont accros à cette question de drogue. Donc l'État doit prendre ses responsabilités, non seulement à traquer les trafiquants, mais aussi à investir dans la question de santé mentale, l'éducation et les valeurs spirituelles. J'invite aussi les familles à surveiller, à dialoguer, et en même temps à encadrer les jeunes. Et j'invite même les médias et les leaders religieux à parler de ce fléau dans leurs sermons et en même temps dans les médias, comme ce que vous êtes en train de faire. C'est à encourager et en même temps c'est à saluer. Et à nous, même les citoyens, je dis bien à nous,
de protéger les jeunes contre de la drogue et en même temps de protéger, parce que les jeunes sont l'avenir de ce pays. Vous parlez quand même aujourd'hui de lutte contre des trafiquants, sauf que ça perdure dans notre pays. Il l'a rappelé tout à l'heure, cette ouverture aujourd'hui incontrôlée vis-à-vis de certains pays aujourd'hui, cela fait quand même de la Guinée, disons, on ne dit pas une plaque tournante concernant ce trafic de drogue. Une destination facile. Une destination. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut et par où l'État devrait commencer pour en finir avec cette question liée au trafic de drogue? Non, mais on ne va pas citer les noms de ces pays, mais c'est connu. Couche, par exemple, qui tue les jeunes, on sait que ça vient de la frontière sierra-léonaise, tout simplement. Parce de la Sierra Leone, oui, pour ainsi dire. Oui, ça vient de cette frontière. C'est un fait, il faut le dire clairement. Et les jeunes qui sont là, la plupart des jeunes qui vendent, qui sont même les vendeurs de couches en Guinée, ce ne sont pas en réalité des Guinéens, ce sont des jeunes d'autres nationalités. En même temps, des jeunes même qui vivent, si vous voulez, qui vivent dans les enclos au bord des plages, qui vivent dans les enclos au bord, dans les marchés, ils sont là. Les policiers les voient, nos agents de sécurité les voient. Et les gens qui sont même proches de la population les voient, mais personne ne lève le petit doigt. Justement, en parlant de ces forces de défense-là, vous êtes revenu là-dessus très longuement. Est-ce que, puisque beaucoup d'observateurs pensent qu'aujourd'hui, le problème structurel, au-delà de la responsabilité sociale, mais aussi parentale, il y a un problème institutionnel qui est là, dont l'État doit pouvoir faire face. C'est-à-dire que faire en sorte que ces postes de fouilles qui sont installés tout au long de nos frontières puissent être beaucoup plus opérationnels et efficaces, ce qui n'est pas le cas, mais aussi veiller sur les forces de défense et de sécurité qui en réalité sont accusées de complicité avec les mêmes trafiquants. Il y a combien de gens, mais monsieur, il y a combien de gens qui ont été appréhendés ici, condamnés et puis après qui ont été libérés? Juste la drogue. Ils ont été appréhendés, ils ont été condamnés, jugés et condamnés, après ils ont été libérés. Il y a combien de fois ils ont attrapé des gens, ils ont sorti des gens à la télé, combien de fois? Puis après on voit des gens, ces mêmes personnes ne sont plus en prison, combien de fois? Donc il y a non seulement cette question d'insécurité à l'interne, parce que moi je ne parle même pas des frontières, il y a cette question d'insécurité à l'interne, on ne veille pas, il n'y a pas de contrôle, mais assez. Et si même les gens sont attrapés, parfois c'est dit qu'ils rentrent en complicité avec ces agents de sécurité. Avec ces mêmes agents de sécurité, après la drogue disparaît et à partir du moment où la justice n'est pas impliquée, où le ministère de la Justice n'est pas impliqué, la drogue, ça disparaît. Et puis après, c'est le trafic qui continue. Donc il n'y a pas que même si vous voulez, les étrangers, il y a les Guinéens qui favorisent en fait cela. Il y a même des Guinéens qui sont censés lutter contre cela, favorisent cet élément-là, favorisent ce fléau chez nous. Et c'est pas normal, ça doit changer. À partir du moment où ça ne change pas, finalement, l'avenir de ce pays, c'est les jeunes aujourd'hui. L'avenir de ce pays, c'est les jeunes. Et ce sont ces mêmes jeunes qui vont se retrouver peut-être plus tard comme policiers, comme gendarmes ou comme militaires. Après, ils sont tellement accros qu'ils vont continuer. Parce que nos agents de sécurité, on le sait, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Les agents de sécurité, la plupart, c'est des gens qui sont dans cette même question de trafic-là. Pleinement, oui. Dans cette question, mais dans la consommation. Il faut être très clair. C'est pourquoi aujourd'hui on assiste quand même à l'explosion quand même de la criminalité, parce que selon des statistiques, 31 décès liés à la drogue couche en 2024 et surtout 10 morts rien qu'en octobre 2022. Selon vous aujourd'hui, ces différents décès, est-ce qu'ils sont liés à l'overdose? Ça peut être l'overdose parce que nous recevons souvent des jeunes qui sont, si vous voulez, qui sont addicts à la drogue et même à l'alcool. Des jeunes qui sont à fond dans cette question. Et les 4 là récemment qu'on a vus, je ne sais pas si c'est à Kagbélé ou quelque chose comme ça, c'était lié, ça c'est un rapport avec l'overdose. Mais après, encore faut-il que notre hôpital, le directeur de l'hôpital psychiatrique nous donne en fait ces statistiques. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où la drogue, couche, cannabis, quelque chose comme etc., ce sont des drogues, l'abus, ça peut entraîner ce qu'on appelle l'overdose, mais très facilement. Mais vous savez que quand on commence à prendre de la drogue, dès quand on débute, à un moment donné, la conscience, elle est fermée. La raison qui nous pousse à stopper, à doser, automatiquement, ça se ferme. Et finalement, tant qu'on a sous la main,
on continue là-dedans. On continue et finalement, en fait, ça crée des problèmes. Ça peut être à la base de cela, ça peut être encore, faut-il faire des enquêtes au niveau de notre hôpital psychiatrique pour connaître effectivement que cela, ou ces 10 morts-là sont dus à l'overdose. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ces 4 derniers qui sont décédés récemment, ça a un rapport avec l'overdose. Avec l'overdose. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin, journée mondiale contre le trafic, l'abus, en tout cas, de tout ce qui est trafic illicite, abus de drogue dans le monde entier. Quel est votre message à l'endroit des autorités guinéennes, puisque la consommation, le trafic, l'abus de drogue ne concerne pas que la Guinée, c'est un phénomène mondial aujourd'hui. Quel appel, vous, en tant que psychologue, avez-vous à lancer à l'endroit des autorités guinéennes? Tout simplement, l'État guinéen doit prendre ses responsabilités. Vous savez, le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens et leurs biens. Le phénomène aujourd'hui de drogue dans notre société, ça se situe en fait en 2 volets. Le premier volet, c'est les consommateurs, leur santé et préserver l'avenir des jeunes. Deuxième volet, c'est que ces gens-là, cette drogue, et qu'ils ne sont pas conscients, ils attaquent, ils tuent même les populations. Et en même temps, il y a même des gens qui sont des insécurités qui sont là, dans cette question-là. Donc, il faut prendre des précautions. Le rôle principal de l'État, c'est d'assurer la sécurité de tous les citoyens et leurs biens. Et en même temps, de préserver aussi la santé et de préserver l'éducation. Cette question de drogue se trouve au centre de toutes les questions de développement dans tous les pays. Parce que quand on parle d'éducation et que les jeunes sont à fond dans la question de drogue, il y a un problème lié à l'éducation. Quand on parle de la santé, un problème qui est lié à la santé. Quand on parle de la sécurité, un problème qui est lié à la sécurité. Ces éléments-là sont des bases, sont des éléments de base du développement d'un pays. L'État doit s'intéresser, l'État doit s'impliquer et l'État doit surtout comprendre que face à de tels fléaux, il faut prendre des précautions qui sont absolument énormes. Alors, au-delà aujourd'hui des responsabilités de l'État, est-ce qu'on ne devrait pas en partie pointer aussi du doigt, disons, la responsabilité parentale dans cette question liée à l'éducation? Non, quand on n'éduque pas les enfants, quand on ne dialogue pas avec les enfants, quand on n'échange pas avec les enfants, c'est-à-dire que l'éducation en famille, quand ça manque, et généralement la plupart des enfants rencontrent la mauvaise fréquentation à l'école. Et au-delà de l'école, quand l'école ne joue pas pleinement son rôle, comme on le constate aujourd'hui, c'est la rue qui va s'occuper aussi des enfants. Et c'est ça le problème. Le rôle des parents, ça existe bel et bien. Mais à partir du moment où la politique étatique, je le dis encore une fois, la politique étatique n'encadre pas ces jeunes et même ces familles à pouvoir s'intéresser à cette question-là, à ce dialogue, à cette communication entre les parents et les enfants, et même temps entre l'école, cette éducation entre l'école et les enfants. Au final, c'est la rue qui va s'occuper de l'éducation de nos enfants et ça va causer des problèmes. Donc en conclusion, nous devons sortir, il faut le savoir, du silence et de l'indifférence. La drogue, pour moi, n'est pas simplement un destin. La jeunesse guinéenne mérite mieux que l'oubli. Parce que j'ai l'impression que nous, les jeunes de la Guinée surtout, absolument sont dans ce qu'on appelle l'oubliette et sont ce qu'on appelle dans la corbeille. Donc nous ne méritons pas l'oubli, le mépris ou la prison, parce que certains, quand ils sont appréhendés, allez, c'est bon, la prison. Donc il faut comprendre que ce n'est pas que la prison qui va trouver solution à ce problème, c'est non seulement créer des espaces d'échange, on le dit tout le temps, il faut créer des espaces d'échange et de dialogue afin qu'on puisse au moins favoriser cette question d'insertion et de réinsertion des jeunes qui n'ont pas peut-être eu la chance d'être à l'école ou qui se voient aujourd'hui défavorisés ou qui se retrouvent même entre les gangs, souvent en train de prendre non seulement la drogue, mais brigader, tomber sur les gens. Donc les espaces d'échange, c'est l'unique solution à partir du moment où ces jeunes sont dans cette question, pour qu'on puisse non seulement les écouter, les accompagner et en même temps les guider sur un chemin peut-être de la valeur et ce qu'on appelle la dignité à notre beau pays. Et justement par rapport à cette question liée à la réinsertion, parce que quand même ça constitue un véritable problème, les autorités en parlent, souvent les résultats sont minimes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette question de réinsertion devienne quand même facile et surtout une réalité pour qu'on puisse réduire drastiquement ce nombre aujourd'hui à la hausse? En fait, c'est ce que je disais dans l'une de mes conférences, dans l'une de mes interventions plutôt. On n'a même pas de direction nationale de santé mentale. Vous savez, tout ce qui est
d'ordre insertion, ça émane forcément de, si vous voulez, de la mentalité, ça émane d'échanger, de trouver des solutions aux problèmes que les jeunes traversent, que les gens qui n'ont pas peut-être eu la chance facilement de trouver du travail traversent comme difficulté. Donc, l'unique solution, comme on le dit tout le temps, c'est non seulement de renforcer cette question de cellules de santé mentale ou bien de créer une direction nationale de santé mentale. Au-delà de cela, de favoriser, de mettre en place, de créer des centres d'écoute. Ce sont ces centres-là qui vont non seulement écouter, orienter, guider, appuyer ces jeunes. Et c'est ce qui fera que ces jeunes-là se retrouveront tout de suite réinsérés dans la société. Donc l'État doit absolument jouer son rôle en passant forcément par soit la création d'une direction nationale de la santé mentale ou d'une direction générale de la santé mentale qui va coordonner toutes ces activités-là. Et cette direction aura pour rôle peut-être que si vous voulez, de mettre en place, de créer ces centres d'écoute, ces centres d'appui, d'écoute et d'insertion de ces jeunes dans notre société. Mais en attendant la mise en place de tous ces mécanismes, quelles sont les solutions urgentes? Nous, de notre côté, on joue pleinement notre rôle. Et du côté intellectuel, nous jouons en fait notre rôle. Du côté plutôt éducatif et même du côté de l'enseignement, nous jouons en fait notre rôle. Parce qu'on organise souvent des conférences qui sont gratuites. Nous organisons des débats qui sont gratuits. Nous organisons des échanges qui sont aussi gratuits dans des espaces parfois ouverts, dans des espaces parfois fermés, histoire d'échanger avec les jeunes, essayer de repérer les difficultés et afin de pouvoir au moins apporter des solutions. Nous le faisons pour un simple bénévolat, parce que nous avons étudié pour ça, on a été sur les bancs uniquement que pour aider notre pays à sortir aussi des problèmes et des difficultés. Voilà ce que nous devons faire. Vous, journalistes, qu'est-ce que vous devez jouer comme rôle dans cette histoire? Nous, par exemple, psychologues, qu'est-ce que nous devons jouer comme rôle dans cette histoire? Et les ONG qui sont des ONG qui doivent être au service de la communauté, qu'est-ce qu'ils jouent effectivement comme rôle dans cette histoire? Vous devez en parler, nous devons en parler. Les ONG doivent s'intéresser aussi à cette question. J'avoue qu'il y a des institutions internationales ici qui s'occupent absolument de cette question de santé mentale et même qui financent des projets allant dans le sens d'accompagnement des femmes et des jeunes afin de les insérer ou de les réinsérer dans la société sur le plan professionnel et sur le plan même social. Donc c'est important qu'on agisse. Journalistes, nous devons agir. Les hommes des médias, vous devez agir. Nous, professionnels de la santé mentale, nous devons agir, et même les professionnels de la santé physique aussi doivent agir. Plus les ONG, la communauté, les familles. L'urgent, je le dis souvent, il faut former les gens à cette question d'écoute. Parce que ce qui pousse encore une fois les jeunes à s'engager dans ce sens-là, à être sur ce chemin de la drogue, c'est souvent la pression sociale. Quand ils voient que certains, même après les études, ils trouvent du mal à avoir du boulot, certains n'ont pas pu étudier, mais ils se disent qu'ils ont perdu, de toute façon ils n'ont rien à perdre dans la vie, ils vont se livrer à ce fléau-là. Oui. Donc, vu que tout cela existe, nous devons former ces familles, ces gens, à cette question d'écoute active, afin de pouvoir écouter les gens, ces jeunes, et apporter des solutions rapides aux problèmes qui sont spontanés et qui se présentent. Eh bien, Mohamed Djoubaté, merci en tout cas de répondre à nos différentes questions. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes psychologue consultant, que vous exercez également dans certaines cliniques et centres de traitement psychologique en République de Guinée. J'y arrive. Nous, on prend la direction maintenant du Tchad. Incarcéré depuis plusieurs semaines, Succès Masra, leader de l'opposition, entame une grève de la faim. Dans une lettre lue au siège de son parti, les Transformateurs, il dénonce son arrestation et appelle le peuple à rester digne face aux injustices. Avant tout commentaire, tout décryptage, nous allons suivre ensemble ce commentaire de Bangali Camara de la rédaction politique, et derrière on se retrouve ici en plateau. Depuis sa cellule, Succès Masra, ex-premier ministre et opposant politique tchadien, dit avoir lancé une grève de la faim à compter du mardi 24 juin 2025. Dans une lettre adressée au peuple tchadien, il se présente non seulement comme un homme injustement emprisonné, mais surtout comme le symbole d'une lutte de celle d'un peuple en quête de justice, de dignité et de liberté. Ce geste intervient dans un contexte politique particulièrement tendu.
quelques semaines après l'élection présidentielle controversée du 6 mai 2024, dont les résultats ont été largement contestés. Incarcéré depuis 40 jours pour des faits d'incitation à la haine et complicité présumée dans les violences meurtrières de Mandakao, Masra dénonce ce qu'il qualifie de manœuvre politique pour faire taire l'alternative. Le choix de la grève de la faim n'est pas anodin. Masra, en recourant à ce moyen extrême, semble vouloir replacer le débat politique sur le terrain moral et se présente comme victime d'un système répressif, espérant transformer sa détention en levier de mobilisation nationale et internationale. Reste à savoir si ce mouvement silencieux sera suivi d'un écho réel de la population ou s'il s'éteindra dans l'indifférence. Succès, Masra entame une grève de la faim. Vous l'avez déjà compris. Est-ce que cette stratégie basée sur la morale va-t-elle réellement influencer le cours des choses dans un contexte politique très tendu du côté du Tchad et Diallo? On attend de voir qu'est-ce que tout cela va donner, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Succès Masra reste en détention. Il y a eu des recours qui ont été, disons, engagés par sa défense. Pour lesquels il n'y a pas une suite favorable. C'était, disons, une demande d'une libération provisoire de leurs clients. Je crois que la chambre d'instruction avait carrément rejeté la demande. Aujourd'hui, il reste dans cette position plus ou moins ambiguë. C'est vrai qu'il a un collectif, on parle d'une dizaine d'avocats, d'autres même de Français. Je crois que beaucoup ont fustigé cela au niveau du Tchad, y compris le pouvoir central. Il y a un de ces avocats, justement, qui a rappelé que de recours ont été justement déposés au niveau de la Cour, de la Commission de l'Union européenne notamment. Donc ça veut dire tout simplement que le débat, la lutte, elle est sur tous les fronts. Succès Masra, c'est vrai qu'on avait commencé à l'oublier un tout petit peu. Oui. Vous savez que ce sont des stratégies souvent utilisées par les hommes politiques, des activistes de la société civile pour se faire entendre et pourquoi pas susciter encore davantage l'indignation sur ce qu'il qualifie comme étant une détention absolument illégale et injustifiée. Je crois que ce sont ces expressions à lui. Je crois qu'il est allé beaucoup plus loin pour dire qu'il subit une injustice injustifiée et que autant que ses sympathisants et militants, il s'est posé lui-même la question pourquoi il est en détention. Alors, ce sont des rhétoriques souvent utilisées par nos acteurs politiques. Alors, sur le cas précis de Mandakao, puisque tout est parti de là, oui. Accusé d'incitation à la haine, à la révolte, mais aussi constitution et complicité de bandes armées dans le cadre de ce massacre qui a coûté la vie à plus d'une quarantaine de personnes au niveau du sud du pays. Alors finalement, c'est un audio qui datait de 2023. On se posait la question pourquoi de ce qui s'est passé en 2023 et qui avait fait l'objet, il faut le dire, avoir le courage de le dire, qui avait fait l'objet, disons, d'un arrangement politico-judiciaire, puisqu'on avait abandonné les poursuites contre Masra, et cela est suivi d'une réconciliation politique entre lui et le pouvoir du Tchad. Je crois que ce qui avait prévalu à sa nomination en tant que Premier ministre. La suite, nous la connaissons et nous la vivons maintenant. Alors, il est aujourd'hui en détention. Donc, pour son parti et son collectif d'avocats, c'est une arrestation arbitraire visant à affaiblir un homme politique aujourd'hui qui devient gênant, puisque pour lui, c'est le seul, pour ne pas dire l'un des rares opposants au niveau du Tchad qui continue à dénoncer les abus du pouvoir, mais aussi la mauvaise gouvernance, ce qui est inhérent à toute opposition, qu'elle soit occidentale ou africaine. C'est de dénoncer, éventuellement de proposer, même si par endroit, nous avons des opposants qui n'ébruent que par la dénonciation. On les a vus à l'œuvre. Après, je crois que la déception, elle est de mise. Donc je pense que pour le cas de Masra et pour cette grève de faim, premièrement d'abord, il dit qu'il continue de contester, c'est sa seule façon, c'est la seule arme qu'il détient aujourd'hui pour contester. Donc premièrement d'abord, il s'agit de contester. En contestant, il s'agit que cela puisse susciter autant d'adhésion. Et je crois que c'est ce qui continue aujourd'hui. C'est pourquoi nous en parlons. C'est pourquoi les médias internationaux en parlent. Au niveau de son parti, ça part. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'il faut justement créer toutes les conditions, mettre la pression qu'il faut
pour qu'ils puissent... Être influents même derrière les verrous. Justement, c'est maintenir, d'exister, mais aussi mettre la pression pour premièrement d'abord obtenir sa liberté, peut-être à travers des Jaramblan, puisque désormais lui aussi il est habitué à ça, peut-être anticiper son jugement, parce qu'il faut le dire, si ça continue comme ça, il peut rester gratuitement pendant 1 an au niveau de la prison sans que le véritable processus judiciaire ne soit enclenché par, disons, les autorités judiciaires du Tchad. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il l'a rappelé, il a fait plus d'1 mois au niveau en détention. Ça veut dire tout simplement qu'il a besoin aujourd'hui de connaître son sort. Je crois que c'est compréhensible. Tout prisonnier est empressé de connaître son sort. Donc on attend de voir comment la justice tchadienne va réagir vis-à-vis notamment le pouvoir central, puisque voilà, carrément il y aura disons des liens politiques qu'il faut et qu'on peut naturellement établir entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait advenir dans l'avenir au niveau du Tchad. Ça veut dire tout simplement que des hypothèses, pour terminer, se posent aujourd'hui, des hypothèses dans lesquelles disons, Succès Masra peut justement s'engager. Premièrement, d'abord, procéder à un accord de l'ombre, comme ce fut le cas pour son exil constaté à un certain niveau. Nous nous rappelons de ces accords qui ont été signés au niveau de la RDC, si je ne me trompe pas, les accords de Kinshasa. De Kinshasa, si je ne me trompe pas. Et il y a eu effectivement... Dijon. Où il est devenu Premier ministre après. Justement. Après, les choses se sont passées. Après, on suit le cours de l'histoire. Justement. Et aujourd'hui, c'est quand même très déplorable. Voilà, et je pense que chacun est devant ses responsabilités. Et il ne dira pas, il ne dira pas le contraire à ce stade-ci. Il s'est tiré une balle. Nous avons reçu ici son secrétaire exécutif. Une balle dans le pied. Je crois que tacitement, ces gens-là ont reconnu que ça a été une erreur politique, pour ne pas dire une faute politique aujourd'hui. Masra, qui est très populaire au niveau du sud du pays, parce qu'il faut le rappeler, c'est une communauté majoritairement chrétienne dont il est issu et qui aujourd'hui est souvent en conflit avec certains éleveurs au niveau du Tchad, pour ne pas citer nommément les ethnies. Mais c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, de ces partis entre éleveurs et cultivateurs. Il est issu d'une communauté majoritairement de cultivateurs, des agriculteurs, pour ainsi dire. Et de l'autre côté, il y avait une ethnie aussi majoritairement qui évolue au niveau de l'élevage. Et bien finalement, c'est là le pouvoir qui a ressuscité une affaire qu'on considérait déjà enterrée. Et que, effectivement, avec l'interdiction de mener des enquêtes. Oui, ça c'est un autre verrouillage pour lequel on se pose toujours des questions. Quelle intention se cacherait-il ou telle derrière, disons, une telle décision qui consiste à dire on ne veut voir personne sur les sites, seules les autorités judiciaires officielles et qui sont justement habilitées à mener des enquêtes peuvent le faire. La société civile, on n'en veut plus. La presse, c'est le même cas. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on pourrait cacher au grand public, parce que je ne vois pas, disons, la nécessité pour un État qui se veut démocratique d'empêcher que des journalistes qui font exactement leur travail, mais aussi la société civile. Encore une fois, l'État doit avoir un œil là-dessus pour ne pas que, puisque nous connaissons aussi comment les médias fonctionnent en Afrique ici, c'est un peu partout, à travers le monde, c'est un cas mondial, mais aussi certaines sociétés civiles qui sont la plupart dans une situation partisane et dont il faut se méfier en partie. En partie, avant de continuer ce débat avec vous ici en studio sur ce plateau, nous allons marquer une petite pause. Le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales, et derrière on se retrouve et on parle de ce sujet qui occupe aujourd'hui l'actualité mondiale et africaine. Succès Masra qui entame une grève de la faim depuis, et ça a celui en détention depuis plusieurs semaines maintenant. La pause, derrière on se retrouve. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana.
Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Monsieur Bangora. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Vous le savez, vous êtes déjà dans le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Donc vous aidez à comprendre l'actualité majeure. Et nous parlons de ce sujet marquant à l'actualité africaine et mondiale. Incarcéré depuis plusieurs semaines, Succès Masra, leader de l'opposition tchadienne, entame une grève de la faim. Le contexte, vous l'avez suivi, un contexte marqué par son arrestation et son accusation, pour le moins on peut l'appeler comme ça, dans les massacres de Mandakao au sud du pays. Aujourd'hui, Succès Masra qui n'a qu'une seule arme, il l'a déjà rappelé Mohamed Leba, une arme, la seule arme qu'il détient, c'est d'engager cette stratégie. Mais de l'autre côté, il y a quand même des questions à soulever. Pourquoi pas d'enquête de la société civile et des journalistes seulement, les autorités judiciaires? Et du côté des transformateurs, est-ce qu'on s'achemine de nouveau vers un deal politique? Est-ce qu'il faut mobiliser la base, s'attirer les faveurs du peuple pour sortir de prison? Voilà, entre autres questions posées aujourd'hui.
Oui, c'est Masra qui est détenu quand même depuis le 16 mai dernier à la maison d'arrêt de Klessoum, c'est à N'Djamena. Aujourd'hui, c'est compliqué pour l'homme qui se retrouve en partie, disons, rattrapé par quelques erreurs politiques commises, c'est-à-dire récemment, et avec des deals dont on en parlait ou dont on a parlé ici dans ce studio plusieurs fois. Aujourd'hui, la seule alternative pour lui, c'est quand même d'attirer l'attention des uns et des autres, notamment peut-être la communauté internationale, aujourd'hui des acteurs, disons, des activistes des droits de l'homme, pour aujourd'hui qu'on comprenne davantage que selon lui, parce que lui et ses avocats aujourd'hui sont en train de dénoncer quand même une détention illégale, même si de l'autre côté, au niveau des autorités judiciaires, on quand même trouve que cette détention est légale vis-à-vis réellement des charges aujourd'hui qui pèsent sur l'homme, parce que quand même, il faut le rappeler que ce sont des accusations très graves, parce qu'on parle de l'incitation à la haine et notamment et à la révolte, complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Et aujourd'hui, je crois que ce sont des chefs d'accusation qui ne pourrait pas laisser l'opposant respirer en paix, parce que tout simplement aujourd'hui, avec cette barrière judiciaire que la justice est en train quand même d'ériger, ça constitue un véritable souci pour lui, pour qu'il quand même soit libéré. Nous avons vu récemment cette demande de libération qui a été quand même, disons, adressée par ses avocats et finalement rejetée, parce que tout simplement la chambre d'accusation a qualifié sa détention de légale, parce qu'elle trouve aujourd'hui que Succès Masra, sa place n'est nulle, c'est-à-dire n'est pas ailleurs que, disons, en prison vis-à-vis de toutes ces charges aujourd'hui. Est-ce qu'on se dirige vers, disons, un autre deal politique? Bien entendu, c'est bien possible. En politique, il ne faut pas exclure quand même qu'il y ait aujourd'hui un autre deal. Est-ce que Succès Masra, après cette autre étape judiciaire, va se retrouver encore avec un autre silence? Je crois que ce sera trop tôt de tirer une conclusion, mais tout porte à croire aujourd'hui quand même que pour sa liberté, qui peut-être il pourrait, disons, se livrer à cet exercice-là ou se prêter à cet exercice, parce que cet autre deal dont on parle souvent, il n'était pas encore en prison, il faut le dire. C'est vrai qu'il y avait des menaces. En exil. Oui, c'est vrai qu'il y avait des menaces quand même qui, disons, planaient sur sa tête, mais il n'était pas en prison, il était en exil, et finalement il est rentré et il a été, je crois, Premier ministre. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est bien possible qu'on s'achemine vers un nouveau deal concernant, disons, sa liberté. De l'autre côté, par rapport aux enquêtes, je crois qu'il faut comprendre les autorités judiciaires. C'est comme ça se passe. En tout cas, dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire de certains pays notamment, où de tels actes arrivent souvent, parce que ça permet non seulement au ministère public, au parquet, c'est-à-dire d'avoir cette large quand même gamme c'est-à-dire d'enquête sur le terrain. De l'autre côté, par rapport au cas des journalistes ou d'acteurs de la société civile, c'est vrai, peut-être que ça pourrait ouvrir une autre brèche à débat, mais ce qui reste clair aujourd'hui, le cas Succès Masra relance encore le débat sur l'alternance politique en Afrique, mais aussi surtout le traitement des opposants. Ce n'est pas qu'une question du Tchad. La même question aujourd'hui quand même reste posée dans beaucoup d'autres pays. Récemment, on parlait du cas de Mali, on parlait du cas du Niger, où des cas de persécution vis-à-vis des opposants restent encore de mise. Des dénonciations se font aussi en Guinée ici, naturellement au niveau du Gabon. Donc ça veut dire aujourd'hui que c'est une question très préoccupante, mais qui concerne presque toute l'Afrique. Pour le cas Succès Masra, il faut encore attendre, patienter, de voir réellement est-ce que l'appel qui aujourd'hui quand même que compte faire, disons, ces avocats, peut-être va donner encore, disons, une satisfaction, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs de la société civile ou d'activistes même des droits de l'homme qui quand même doutent ou redoutent fort une autre peine lourde pour l'homme vis-à-vis de cet autre pan judiciaire. Cet autre pan
judiciaire. Nous, on continue avec ce décryptage de l'actualité et nous prenons la direction du Kenya. Un an après une répression sanglante, le Kenya voulait rendre hommage, ou on peut dire les acteurs voulaient rendre hommage aux premières manifestations, mais ce mercredi 25 juin, la commémoration a tourné à l'affrontement. Au moins 8 morts et des centaines de blessés selon des ONG. La violence, cette question, la violence est-elle devenue la réponse systématique des autorités aux mobilisations populaires du côté du Kenya? Retour d'abord sur les faits. Mohamed Leba, que s'est-il réellement passé ce 25 juin 2025? C'est triste. Selon les informations disponibles, une cérémonie commémorative, comme vous venez de le décrire au Kenya, a effectivement dégénéré en violence grave le mercredi, c'était hier 25 juin 2025, soit la veille quand même de la date actuelle. Alors le bilan humain est vraiment dramatique parce qu'on parle de 8 morts et de 400 blessés. De 400 blessés, c'est assez surprenant. Et surtout si on se rappelle quand même de ce dont on veut vraiment commémorer, parce qu'il y a aussi 83 personnes aussi qui étaient quand même dans un état grave selon une coalition d'ONG locales. Il faut rappeler naturellement le contexte de cette manifestation. Il faut dire que ces violences sont survenues lors de la mobilisation à travers le Kenya pour commémorer le premier anniversaire, disons, du mouvement citoyen de 2024. Cet événement marquait notamment la prise du Parlement, point d'orgue quand même, disons, de protestation de la génération Z contre une loi fiscale. Alors, ampleur aujourd'hui, la jeunesse kenyane reste mobilisée vis-à-vis massivement à l'échelle nationale avec une participation significative. Cet autre drame qui vient quand même, disons, entacher encore une nouvelle fois l'histoire du Kenya vis-à-vis de tout ce que nous avons connu avec le pays aujourd'hui. Il faut quand même dire que selon beaucoup de coalitions, disons même une vingtaine de coalitions d'ONG, aujourd'hui, selon les documents qui existent, le bilan pourrait même s'alourdir, pourrait aller au-delà de ça, parce que quand même avec 400 personnes dont, disons, une 80aine qui sont quand même ou qui seraient dans un état très grave, c'est tout simplement, disons, dramatique ce qui est arrivé du côté du Kenya. Ce qui est arrivé du côté du Kenya, il faut quand même en parler. Ces répressions du côté du Kenya ne sont pas à leur première depuis l'arrivée de William Ruto, qui est au pouvoir depuis septembre 2022. Justement, une routine au niveau du Kenya. La violence policière, elle est absolument explosive au niveau du Kenya. Parce que, pour revenir un peu sur ce mouvement qu'on avait dénommé Génération Z, vous vous rappelez en 2004, qui s'était opposé farouchement contre un projet de loi de finances qui concernait les réformes économiques, dit-on, au niveau du pouvoir central, mais qui touchait, disons, drastiquement le pouvoir d'achat des citoyens, ce qui avait suscité une véritable mobilisation à l'époque, notamment par les jeunes activistes pour contester contre cette loi de finances-là. Et nous nous souvenons bien de ce qui avait caractérisé quand même ces mouvements de contestation, de violence meurtrière absolument condamnable. Je crois que le monde s'était indigné de ce qui s'est passé au niveau du Kenya. C'était quand même une folie policière qui tirait sur une foule qui était désarmée. Alors finalement, 60 morts s'en est suivi de ce mouvement dont l'épicentre était justement le centre de Nairobi, parce que tout le monde s'est regroupé là-bas pour protester contre ce projet de loi-là. Et finalement même, on avait tenté de prendre d'assaut le Parlement. Je crois que c'était le jour qui était prévu pour son adoption, son vote pour ainsi dire au niveau du Parlement. Finalement, ça a été empêché et il y a eu une répression meurtrière et 60 morts ont été dénombrés. Je crois que les jeunes étaient dans cette fête commémorative en la mémoire de ceux qui ont été, disons, assassinés ce jour-là. Je pense que c'était justement
c'était moralement acceptable et démocratiquement permise que les uns et les autres puissent à un certain niveau, de manière pacifique, puis exprimer leur opposition. Et c'est une fête commémorative. Je ne voyais pas pourquoi cela pouvait dégénérer aussi, encore une fois, à des pertes en vie humaine, pour ainsi dire, puisqu'on parle de plus de 8 morts, au moins 8 morts. Ça peut aller au-delà. Mohamed l'a rappelé, 400 blessés, dont 80 aujourd'hui sont dans un état absolument grave. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est la conséquence d'une disons, politique sécuritaire défaillante au niveau du Nairobi. La moindre contestation, on tire sur les manifestants. C'est jamais vu. C'est vrai que c'est un pays aussi connu pour son histoire politique très tumultueuse pour ainsi dire, mais aussi par la gâchette facile de sa police qui s'illustre très malheureusement aussi dans cette pratique-là. Donc c'est tout récemment aussi un jeune blogueur qui a été arrêté, accusé de corruption sur les réseaux sociaux. Aidez-moi de comprendre de quoi s'agit-il. J'ai cherché, je n'ai pas pu trouver comment peut-on corrompre sur les réseaux sociaux. C'est un blogueur, un jeune enseignant qui a été arrêté, je crois qu'il est détenu dans quelques mois et finalement, enfin, dans quelques jours, on nous annonce sa mort subitement comme ça. Ça se passe au Kenya. Je pense que ce sont des faits aujourd'hui qui ne peuvent pas favoriser disons, la respiration démocratique, mais aussi le progrès social et économique de ce pays-là. Le Kenya, qui était quand même cité parmi les modèles démocratiques, même si on peut se poser la question sur les alternances qui se sont passées au Kenya entre Uhuru Kenyatta, le président sortant, mais aussi William Ruto, parce que nous le savions très bien que c'est vrai, il y avait un opposant historique, connu aussi pour ses échecs répétitifs à travers toutes les échéances électorales. Raila Odinga, qui finalement avait jeté l'éponge. Je crois qu'il était candidat pour succéder le Tchadien Moussa Mahama à la tête de la Commission africaine. Là aussi, je crois que l'échec a prévalu malheureusement pour Raila Odinga. Et finalement, c'est William Ruto qui est advenu au pouvoir avec tout ce que nous connaissons à l'époque aussi des contestations, avec un résultat très serré. Et beaucoup de gens ont pensé qu'effectivement qu'il y avait justement de calculs politiques, pourquoi pas quelquefois de fraudes qui ont entaché ces votes-là. Il y avait Uhuru Kenyatta qui avait joué une politique absolument spectaculaire, puisque à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Qu'il signe un accord avec son ancien opposant pour l'accompagner, arguant qu'effectivement qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec celui-là qu'il a lui-même personnellement désigné pour le succéder. Et finalement, c'était pour temporiser. Ça a carrément trompé la vigilance de l'autre côté. Et finalement, William Ruto a été, disons, déclaré président. Et je crois que depuis le début de sa gouvernance, il faut le rappeler, c'est une gouvernance aujourd'hui qui est caractérisée par des contestations. C'est vrai qu'il s'illustre comme étant un leader au niveau de cette partie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Est, mais il faut signaler qu'il y a aujourd'hui plusieurs manquements dans le cadre de sa gouvernance. Et ce qu'il faut souligner aussi, quand même, sa réélection ou son élection avait quand même suscité de l'espoir quant à la rupture qu'attendait le peuple kenyan. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, il est malheureux de constater que les mêmes habitudes ont continué sous Ruto. Justement, c'est sous Ruto, je pense que beaucoup le disaient. C'est vrai que c'était un homme de confiance de Uhuru Kenyatta. On se disait qu'il était rompu à la tâche, il connaissait un peu les rouages et tout ce qui s'ensuit, mais on s'était rendu compte que comparaison n'est pas raison. Il a fallu qu'il soit justement au pied de mur pour savoir effectivement si c'était un mauvais maçon. Parce qu'aujourd'hui, il a du mal même à créer un consensus autour, disons, de sa politique de gouvernance. Des contestations, il aura du mal à faire face aux projets les plus urgents pour sa nation. C'est vrai que c'est un État aujourd'hui qui est très présent au niveau du Haïti. C'est en cela que je disais que c'est lui qui mène le combat et qui est en train de drainer beaucoup des États africains pour pouvoir intervenir au niveau du Haïti. Vous savez que c'est presque un État affaissé par des gangs aujourd'hui. Je crois qu'il y a un contingent de policiers kenyans qui sont au niveau du Haïti et qui continuent justement à opérer de ce côté-là. Mais il faut le dire aujourd'hui, au niveau de Kenya, c'est une véritable, disons, déception
un désespoir aujourd'hui qui anime aujourd'hui notamment plusieurs jeunes, puisque c'est les jeunes aujourd'hui qui sont les fers de lance de cette lutte-là. Et eux, on tire sur tout ce qui se bouge aujourd'hui. La contradiction, elle n'est pas permise. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que le président William Ruto puisse se reprendre et de constater qu'on ne peut pas gouverner justement dans une violence absolue. Violence absolue, les opposants qui n'ont pas de choix, il faut le rappeler, exclus de tout espace de décision, ils sont quand même contraints à la rue et nous comprenons le contexte. Mais c'est une question purement africaine. Vous n'avez pas d'autres alternatives que de prendre la direction de la rue. Et malheureusement, à chaque manifestation, surtout pour le cas kenyan, c'est autre chose. Parce que les policiers ou en tout cas les hommes en uniforme dans ce pays-là aiment ce qu'on appelle la violence. Rares sont des manifestations ou de rue qui ne sont pas réprimées souvent dans le sang. Et ce qui inquiète dans tout cela, c'est quand même le silence encore une nouvelle fois, disons percutant, même des organisations sous-régionales, notamment de défense des droits de l'homme, et y compris même, disons, ces différentes organisations, parce que la plupart, on parle souvent de l'Union africaine, de l'autre côté, peut-être vers chez nous, on parle de la CEDEAO, mais aujourd'hui, vous allez voir que cela se passe quand même, et la communauté nationale et la communauté internationale continentale, on n'entend presque personne sur ces cas-là. Le cas que Yaya rappelait tout à l'heure par rapport à cet autre cas du jeune, je crois, étudiant qui finalement a trouvé la mort. Albert Ojwang. C'est un autre cas aujourd'hui qui reste à élucider, parce que si vous regardez aujourd'hui l'histoire quand même des répressions policières, meurtrières au Kenya, vous allez vous faire un journal tout simplement parce que... Des enlèvements et kidnappings aussi, Des enlèvements et kidnappings, des assassinats ciblés et souvent. C'est vraiment une liste très exhaustive parce que vous allez difficilement arriver à la fin, tout simplement parce qu'aujourd'hui on assiste à une démission carrément des autorités et dont la plupart font, c'est-à-dire ce qu'elles veulent. Et concernant ces différentes successions au pouvoir, c'est presque la même chose, parce qu'à un moment donné, c'était un pays quand même qui était pris comme étant pour modèle. Tout aujourd'hui passe presque, disons, sous silence. C'est encore inquiétant parce que ce qui se passe aujourd'hui... Très inquiétant parce que quand même il y a aussi cette crise économique qui frappe ce pays. Aujourd'hui on a l'inflation qui bat son plein et tant d'autres facteurs qui favorisent également. Au-delà de ça, parce qu'il y a aussi des symptômes de manifestation de rue. Parce que, je le rappelais, il y a une mobilisation aujourd'hui massive, notamment de la jeunesse kenyane, parce que qui est en train aujourd'hui de dénoncer, disons, ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Donc, en vue, il faut encore craindre une autre répression meurtrière naturellement de la police, parce que tout simplement, elle est vraiment, elle n'est plus sensible, disons, à cette question liée à la manifestation. Même souvent, ce sont des manifestations qui ont pour but d'être pacifiques et finalement qui prennent une autre tournure avec, disons, la participation sanglante de la police qui est en train de réprimer tout ce qu'elle voit sur son chemin. Ouais, tout ce qu'elle voit sur son chemin. Diallo, on peut comprendre que du côté de l'Afrique de l'Est, il y a quand même des questions à se poser. Quant à la liberté d'expression, hier on parlait de l'Ouganda où Museveni tente un énième mandat, il faut le rappeler, après 40 ans au pouvoir. Aujourd'hui on parle du Kenya aussi qui appartient à l'Afrique de l'Est où la liberté d'expression, la liberté de manifester est aussi menacée. Ouais, et je crois que cette menace... aujourd'hui, pour ainsi dire, c'est le Kenya qui porte le symbole de cette menace-là. Vous vous rappelez de tous ces opposants-là aujourd'hui qui sont inquiétés au niveau de ces deux États voisins au Kenya. Je vais parler de l'Ouganda et de la Tanzanie. L'opposant Kija, on l'a mentionné hier en ce qui concerne justement ce qui risque de lui arriver au niveau de l'Ouganda, puisqu'il est accusé pour trahison. Et aujourd'hui, qui risque, disons, d'une peine capitale au niveau de l'Ouganda, a été arrêté au Kenya par la complicité, la coopération, disons, des autorités kenyanes. Et l'opposant
tanzaniens, c'est la même chose au niveau de Kenya, où ils étaient justement aussi ciblés, arrêtés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a justement une situation qui devient de plus en plus inquiétante de cette partie aussi de l'Afrique. Pas que là-bas, mais ce qui se passe de l'autre côté aussi, c'est un recul démocratique. Il faut qu'on en parle. Forcément. Il faut que les jeunes et les autres se ressaisissent. On ne peut pas construire un État, une société quelconque, si on ne permet pas la contradiction. La contradiction est un élément très fondamental, puisque c'est dans cette contradiction que jaillit justement l'évolution, le développement que nous voulons. Maintenant, si on il faut craindre un cycle de confrontation prolongée. Parce que c'est ça aussi, si vous contraignez et si vous poussez les opposants au bout, vous allez quand même déclencher un cycle de protestation accru, même dans le pays. C'est ce qui risque de se passer. Et nous étions tout à l'heure au niveau du Tchad. C'est la seule option aujourd'hui qui reste les transformateurs, même si aujourd'hui, ce n'est pas le même parti qu'on a connu. Il y a eu effectivement beaucoup de fractures au niveau du parti. Donc ça risque de se passer. La colère populaire risque de monter d'un cran au niveau de Kenya. Déjà, c'est des gens qui sont habitués à cela. On attend de voir comment est-ce que les gens pourront justement répondre à tout cela. Et au niveau de l'Ouganda, c'est vrai que là-bas, on ne tolère pas et tout est permis. Et la Tanzanie aussi, c'est la même chose, c'est une main de fer. Mais à un certain niveau, le peuple, lorsqu'il se sentira très acculé, et à un moment donné, tout peut basculer. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est en cela que nous disons la respiration démocratique, c'est un remède, disons, pour tout État. Et c'est ce qui pourra justement renforcer, pourquoi pas, créer ce climat de confiance entre gouvernants et gouvernés, parce qu'à un certain niveau, quand on conteste, l'État doit avoir justement une oreille attentive vis-à-vis de ce qu'il conteste, éventuellement répondre favorablement à des exigences, pour ne pas dire à toutes les exigences, parce que c'est ça aussi gouverner, c'est d'écouter sa population dans les institutions et hors des institutions. Maintenant, on ne peut pas dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord sont contre nous, comme c'est le cas dans plusieurs États où on est carrément allergique à la contradiction. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est, disons, sous menace, pour ne pas dire assassinée, dans plusieurs parties de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est un véritable recul. On ne veut pas entendre, disons, une voix dissonante. On ne veut pas entendre une critique. Alors, quelquefois, ce sont des critiques qui peuvent être, disons, constructives. Oui. Et voilà, donc... Précision importante, critique constructive. C'est là qu'il s'agit. C'est vrai, il y a toujours, disons, quelques brebis galeuses dans toutes les professions, dans tous les métiers. C'est inhérent à toute une société. Mais il faut encore une fois le dire, ce qui se passe aujourd'hui dans certains États, notamment l'Afrique de l'Ouest ici, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas disons, du Niger, généralement là où il y a disons, des jeunes militaires. Au-delà même certains pouvoirs bien établis, démocratiquement établis. Et surtout, c'est le cas au Sénégal. C'est le problème même en Afrique de l'Est. Parce que ce ne sont pas des jeunes, mais plutôt des pouvoirs démocratiquement élus, des personnes démocratiquement élues. Donc là, vous voyez, la question, elle est encore plus élargie. Si en Afrique de l'Ouest, on parle de régime militaire, là-bas, en Afrique de l'Est, ce ne sont pas des régimes militaires, mais plutôt des civils qui se mettent dans cette danse. Des civils qui sont dans cette situation et qui tirent sur tout ce qui bouge, alors qu'on ne peut pas, disons, ad vitam aeternam, vouloir gouverner par la répression. Et par les armes. Et par les armes, ça peut continuer jusqu'à un certain temps. Et finalement, vous allez perdre l'honneur et tout contrôle. Et ça dégénère et finalement... ça vous rattrape. Ça vous rattrape et ça vous écrase. Et quand même, il faut le dire, beaucoup d'inquiétudes entre ce trio Tanzanie, Ouganda et Kenya, où la liberté d'expression, il faut le rappeler, est d'ores et déjà très menacée. Hier, on parlait même de l'Ouganda dans cette émission. Aujourd'hui, du Kenya. Vous l'avez compris, ça n'est terminé pour cet autre numéro du Scanner, l'avant-dernière de la semaine. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci à tous. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques, à la réalisation. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec d'autres acteurs s'il le faut, sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.